Comme disait Claude Bernard, physiologiste et épistémologue français, pour être digne de ce nom, l'expérimentateur doit être à la fois théoricien et praticien. Vous savez, l'idée d'articuler nature et culture m'obsède. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas exemplaires vis-à-vis de notre impact environnemental, et ce, depuis l'origine de notre espèce. Pour autant, chacun de nous, à sa manière certes, tente de limiter les dégâts et par la même occasion de trouver des alternatives aux activités essentielles à la survie de notre espèce, mais pour le moment mortifères pour autrui. La cohabitation animale n'est pas un simple cours, mais une doctrine combinant ascension animale et préservation environnementale. Vous savez, selon les espèces, le curseur de l'intelligence ne se situe pas au même endroit. Seulement, doit-on attendre qu'un être vivant soit aussi intelligent qu'un chien ou qu'un chat pour le respecter? À ce jour, la barrière des classes animales dites domestiques doit être franchie. Évidemment, l'éthique animale ne doit pas être négligée dans ce programme que l'on pourrait éventuellement qualifier socio-politique. Alors, lors de mes expéditions culturelles, qui sont avant tout d'ordre sociologique et philosophique, il m'est arrivé de visiter quelques parcs zoologiques afin de les comparer avec ceux que j'avais déjà visités dans mon pays d'origine. N'oublions pas que je reste la plupart du temps en Europe, du moins pour l'instant. Ainsi, ma vision reste pour le moment occidentale. Alors en règle générale, les parcs se ressemblent. Il y en a même certains, où j'ai été agréablement surpris d'ailleurs, parce qu'ils veillaient considérablement au respect de l'animal. Cela reste anecdotique, mais tout de même significatif. Ces parcs ont pour intention de préserver certaines espèces, en l'occurrence des espèces menacées d'extinction, et le maintien d'espèces en captivité au service d'une pédagogie. Évidemment, le fait de faire payer l'entrée du parc a pour but et devrait uniquement avoir pour but de répondre aux besoins des espèces, que ce soit l'alimentation, les soins et j'en passe. Malheureusement, dans certains zoos, les actions vont être plus axées sur le business plutôt que sur l'essence même du parc. Mais il faut savoir une chose. En captivité, nous avons certainement plus l'habitude de fréquenter des chiens. Dans l'ensemble, je dirais qu'il s'agit d'espèces ayant besoin d'espace. Ainsi, il est évident que pour certains chiens, un appartement serait insuffisant à leurs besoins, puisqu'ils n'offrent pas assez d'espace. De plus, il faut sortir le chien régulièrement, à la fois pour qu'il puisse faire ses besoins, mais aussi pour qu'il puisse gambader. Le chien fait aussi partie de ces animaux sociaux qui ont besoin d'interaction sociale. Pour autant, chez certains varans, iguanes et autres reptiles, les interactions sociales ne sont pas nécessaires pour répondre aux impératifs biologiques des espèces. Néanmoins, elles sont tout de même importantes afin d'instaurer un climat de confiance. Ainsi, il est nécessaire de respecter les besoins biologiques d'ordre physique, à savoir de l'espace, un environnement adéquat, une température ainsi qu'une hygrométrie propice au développement de l'espèce, un régime alimentaire spécifique, etc. Mais il faut aussi prendre en compte la sociabilisation. Alors aujourd'hui, j'ai très peu d'espoir. Évidemment, je remplis ma part, je fais en sorte de faire plus honneur à mes responsabilités écologiques. Comme la plupart des personnes, j'évite de polluer, je limite ma consommation d'énergie, je diminue mon empreinte carbone. Seulement, j'ai très peu d'espoir parce qu'au vu de la situation actuelle, de notre société et des mentalités qui demeurent, l'espoir est devenu une lueur bien rare dans notre vision rationnelle. Le matérialisme et le pouvoir mortifère étant associés pour le moment à la réussite,
je crains de pouvoir être optimiste sur l'avenir écologico-social de notre monde. Certes, des améliorations intéressantes sont apparues ces dernières décennies, mais seulement sur certains points, et encore, pas pour tout le monde. Les reptiles, quant à eux, ont tendance à avoir une connotation négative auprès de l'opinion publique, et surtout au sein de la sphère culturelle, soit en Occident. Il faut donc remettre le contexte à sa place. Nous sommes au XXIe siècle, plus précisément dans les années 20. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes considèrent certains reptiles, heureusement les tortues ne font pas partie de cette considération, comme étant des êtres malfaisants et nuisibles. Alors, ceci est certainement le résultat de l'influence culturelle dans laquelle nous avons, à titre individuel, grandi et qui se répercute à ce jour dans nos logiciels de pensée. Pour autant, en tant qu'herpétologue, je peux vous démontrer que la réelle menace animale est loin d'avoir une apparence reptilienne. Le maintien d'espèces en captivité est un sujet qui me fascine. Étant moi-même terrariophile, comme des milliers de Français, lorsqu'on me demande « Êtes-vous pour ou contre l'existence des parcs zoologiques ?», je pense que la question est très mal posée. En effet, la question n'est pas forcément liée à la structure, mais plutôt à la pratique. Je pense que c'est davantage la pratique qu'il faut questionner. Êtes-vous pour ou contre le maintien d'espèces en captivité? Et en ce sens, la question doit avoir une certaine nuance. Pourquoi? Puisqu'il faut prendre en compte différents facteurs. Il faut être précis et avoir pris toutes les conditions initiales pour répondre correctement à cette question. Je me reporte évidemment au référentiel, l'état actuel de nos connaissances, le contexte social, le bilan écologique et enfin notre culture actuelle. À l'heure actuelle, nous avons déjà franchi les points de non-retour vis-à-vis de l'urgence climatique. Comme vous le savez, en une décennie, la biomasse a chuté de 67%. En 40 ans, 60% des animaux sauvages ont disparu, 80% des insectes volants se sont éteints, 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe et 1 million d'espèces sont menacées à très court terme. D'après une méta-analyse portant sur 13 000 articles de biologie de la conservation, la vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève donc de l'extermination. Nombreux sont les lanceurs d'alerte qui évoquent ce funeste bilan. Je fais notamment référence à notre ami Aurélien Barraud. La biodiversité de la planète est donc détruite peu à peu, ce qui provoque un basculement de l'échelle trophique considérable. Ainsi, le maintien en captivité d'espèces sauvages pourrait veiller à la sauvegarde de certaines espèces. Uniquement le temps qu'il faudra à l'homme, du moins la majorité des individus issus de cette espèce, pour prendre conscience que nous partageons la planète avec d'autres espèces et qu'il faudrait veiller à préserver cette biodiversité. Alors, toutes les espèces ne sont pas menacées, évidemment. Pour autant, de nombreux noms figurent sur la liste de l'UICN, soit l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais doit-on attendre qu'une espèce ait un pied dans la tombe pour s'intéresser au sort de ces individus? Outre la sauvegarde d'espèces, la pratique de la terrariophilie permet aussi de changer les idées ancrées dans les mœurs, qui jusqu'à ce jour nuisaient à nos voisins. Il y a ainsi une dimension pédagogique qui s'ajoute aux enjeux de cette démarche. Alors, certains diraient que si les espèces meurent, nous prendrons conscience qu'il faille changer de voie. Vous savez, un sacrifice d'une espèce peut alerter et préserver les autres. Pour ma part, je ne suis pas de cet avis.
Parce qu'au vu des mentalités culturelles dominantes de ce monde, nous sommes aux antipodes des élèves assidus et matures. Je crains même que nous puissions encore à ce jour prendre conscience de nos actes et changer de cap. Que dire des multiples discours de prévention des chercheurs en la matière de ces 50 dernières années? Il s'agit certainement de notre capacité à acquérir de l'intelligence sans la sagesse qui va avec. D'ailleurs, le problème écologique devrait être résolu par une solution axiologique et non technique. Ce sont avant tout nos valeurs que nous devons changer et pas le climat. Nous vivons avec des espèces animales, certes. Des espèces cousines, d'autres moins cousines. Des espèces avec qui nous pouvons avoir des similarités. Dans notre culture, nous vivons déjà avec des chiens, des chats, des mammifères avec qui nous pouvons avoir des sentiments affectifs communs. A contrario, les reptiles n'aiment pas au même titre que les mammifères que je viens de citer, mais peuvent tout de même éprouver des émotions, des sensations et des besoins. Ce sont des êtres sensibles et dotés d'intelligence. Ils sont capables de se sentir en confiance avec un humain plus qu'avec un autre. Sur le plan éthique, il y a débat. C'est indéniable. En termes de bien-être animal, il est évident qu'il doit être respecté. Les impératifs biologiques des espèces que vous hébergez doivent impérativement être pris en considération. Ainsi, je pense que le débat sur la pratique du maintien d'espèces en captivité, s'il y a lieu d'avoir un débat, doit être uniquement d'ordre axiologique. Détenir une espèce en captivité, est-ce moral? Cette réflexion peut être associée à celle de la liberté. Est-ce que priver des individus de leur liberté, plus ou moins naturelle, est-ce moral? On sait aujourd'hui que la liberté dans notre société est limitée. On ne peut pas être libre de tout. Notre liberté s'arrête lorsqu'elle commence à nuire à autrui. Il s'agit là d'un principe fondamental de la vie en communauté. Une des libertés naturelles est le fait de faire des enfants. Mais peut-être qu'un jour, lorsque l'effectif de l'espèce humaine sera trop importante, nous ne devrons pas dépasser un certain nombre d'enfants par couple. Alors cette privation de liberté répondra tout simplement au schéma politique porté sur le vivre ensemble. Cette privation, ou du moins cette restriction, puisque les mots ont un sens, permettra de rendre service à l'humanité, mais aussi à la vie en tant que telle. En effet, ceci évitera d'empiéter sur des espaces sauvages qui sont habités par des espèces, elles aussi conscientes du monde dans lequel nous vivons. Alors, ce qui m'agace aujourd'hui, c'est l'amalgame entre les parcs zoologiques et la pratique de la thériophilie. Certes, dans les deux cas, le maintien d'espèces en captivité répond à la cause écologique ainsi qu'à la dimension pédagogique, notamment dans le fait de changer le regard de certains vis-à-vis des animaux dits nuisibles. Peut-être que si les reptiles étaient plus appréciés que ça, certains ne choisiraient pas cette classe animale dans leur pratique de thériophilie. Mais il s'agit là d'un autre débat. En ce qui concerne les modifications climatiques, la diminution des espaces de vie et autres catastrophes environnementales, on se sent peut-être un peu coupable. Et pour le coup, on tente peut-être de préserver la vie grâce à la captivité. Évidemment, le but de cette démarche, le fait de préserver des espèces, ne doit pas camoufler la catastrophe écologique qui est en cours. S'il y a un déclin de population et que l'on décide uniquement de sauvegarder des espèces dans les zoos, ça revient à considérer une espèce et non l'individu en tant que tel. La captivité est un sujet sérieux. La pratique de la thériophilie n'est pas une activité banale que l'on fait lorsque l'on a un peu de temps. Il y a des animaux
des espèces sensibles, ce n'est pas une simple collection de vinyles ou de timbres. Non, bien sûr que non. Ce n'est pas non plus un objet que l'on va offrir à Noël. C'est une décision sérieuse qui a suscité mûre réflexion. Vous savez, pour ma part, je me moque un peu de savoir quelles sont les réelles motivations de chacun concernant le maintien d'espèces. Qu'il s'agisse d'un scientifique pour des recherches zoologiques ou simplement d'un passionné pour le plaisir de cohabiter avec un animal non humain. En revanche, ce qui m'importe, c'est surtout les conditions de détention des espèces. Autrement dit, si les impératifs biologiques des espèces sont respectés. Vivre avec des animaux non humains dans notre sphère culturelle est à mes yeux une prouesse. Mais pourquoi s'arrêter à la liste des animaux conventionnels? À ce jour, les animaux dits de compagnie sont majoritairement issus de la famille canine ou féline. Pourquoi ne pas exploser ces frontières d'origine culturelle et inclure d'autres espèces dans notre sphère de considération morale? À présent, je souhaiterais vous partager certaines informations issues du livre « Le terrarium, manuel d'élevage et de maintenance des animaux insolites » écrit par Philippe Gérard. Alors, il s'agit d'un livre de Animalia Édition qui m'a particulièrement éclairé sur certains points et qui vient également corroborer l'idéologie que je viens de vous partager. Alors, je vais citer d'ailleurs quelques passages de ce livre au sein de ce cours. Alors évidemment, je ne vais pas tout citer, afin que ce cours reste relativement digeste. Alors, la terrariophilie connaît depuis quelques années maintenant un essor considérable. Initié outre-Atlantique et dans quelques pays européens, précurseurs comme l'Allemagne ou la Hollande, ce phénomène s'est répandu également en France. Hélas, la présentation qui en est faite par les médias n'était pas toujours bienveillante ni objective. Certains reportages s'attachant à démontrer que les terrariophiles étaient tous des trafiquants, des individus déséquilibrés ou encore des m'as-tu-vu, plus préoccupés par l'effet que produisaient leurs pensionnaires sur leur entourage que par le bien-être des animaux. Alors ce tableau caricatural est bien loin de la réalité de la terrariophilie qui compte à l'heure actuelle dans ses rangs une majorité de personnes passionnées. Et qui plus est, qui sont prêts à investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour assurer des conditions de vie optimales à leurs animaux. Alors cet ouvrage leur est dédié, ainsi qu'à tous ces amoureux de la nature que l'aventure terrariophile tente, mais qui hésitent à sauter le pas. Cette hésitation est d'ailleurs compréhensible et honorable. L'acquisition d'un animal, quel qu'il soit, ne doit pas s'opérer à la légère, même si l'aspect coup de cœur doit aussi intervenir. Elle suppose que l'on se documente sur les besoins précis de l'animal en cause et qu'ensuite on mette tout en œuvre pour les satisfaire. Alors, cela nécessite évidemment l'achat préalable du matériel et l'aménagement du lieu de vie. La terrariophilie, dans un monde marqué par la mort et la destruction, est en effet l'un des rares domaines où l'on peut toucher du doigt les miracles de la vie, notamment dans le domaine de la reproduction en captivité. Alors d'une manière générale, on peut dire que les batraciens, les reptiles et arthropodes sont des animaux à la fois merveilleusement bien adaptés à leur milieu d'origine, dans la mesure où beaucoup d'espèces survivent et se reproduisent dans des biotopes a priori peu propices à la vie et très dépendants de ce milieu. Pour cela, les mécanismes de l'évolution, illustrés par la célèbre formule de Darwin, seuls les plus adaptés survivent, ces espèces ont par exemple des caractéristiques morphologiques leur permettant d'exploiter au mieux les ressources de leur milieu. C'est le cas de certains lézards désertiques dont l'orientation des écales labiales draine jusqu'à la commissure des lèvres l'eau générée par la condensation durant la nuit,
ce qui leur permet tout simplement de boire, de s'hydrater. Des caractéristiques physiologiques, telles que l'émission d'urine sous une forme pâteuse et non liquide, comme chez les mammifères, permettant de réduire les pertes hydriques, s'inscrivent également dans des processus adaptatifs. Alors, outre les adaptations anatomo-physiologiques, ces animaux ont développé des stratégies comportementales assurant leur survie ou leur reproduction. Les exemples sont là encore très nombreux, mais on peut par exemple citer la technique de certaines grenouilles désertiques qui s'entourent d'une gangue de mucus pour passer la saison sèche sans mourir desséchés. Des reptiles qui s'exposent au soleil ou restent au crépuscule sur le bitume afin de récupérer les calories, ou bien des espèces qui optent pour un mode de reproduction ovovivipare dans des régions au climat trop rude pour permettre à des œufs d'arriver à éclosion. Le phénomène de l'hibernation se situe également dans ce cadre. En effet, se retirer dans un abri en mettant son organisme au ralenti ne constitue pas un choix délibéré, mais une réponse adaptative pour éviter de mourir de froid. En effet, c'est en quelque sorte le revers de la médaille. Ces animaux sont également étroitement dépendants des conditions climatiques pour lesquelles ils ont été programmés. Contrairement aux espèces à température interne constante, que ce soit les oiseaux ou les mammifères, ils ne peuvent réguler leur température interne au moyen de leurs propres ressources métaboliques. Pour cela, ils dépendent de facteurs extérieurs. Or, chaque espèce possède une sorte d'optimum thermique appelé température moyenne préférentielle, connue sous le nom de l'acronyme de TMP, à laquelle son organisme fonctionne parfaitement, notamment pour ce qui est de la digestion et des défenses immunitaires. Si la température diminue en deçà d'un seuil appelé température minimale critique, l'animal va mourir de froid. Si elle s'élève au-delà du seuil opposé, appelé température maximale critique, eh bien l'animal meurt également, cette fois-ci d'hyperthermie. Ces seuils dépendent du milieu d'origine de l'espèce, et cela reste évidemment vrai pour les sujets nés en captivité. Cela implique donc, pour les terrariophiles, de reconstituer les conditions climatiques originelles dans la mesure où leurs pensionnaires sont physiquement incapables de s'adapter à un climat trop différent. Cela implique de tout reconstituer, y compris les fluctuations entre le jour et la nuit, ou bien les saisons. Ces variations sont primordiales pour la survie de nombreuses espèces. Par exemple, les caméléons, originaires des régions montagneuses, ont besoin d'une baisse de température nocturne très marquée. Elles le sont tout autant pour obtenir des reproductions. Chez de nombreuses espèces, la spermatogénèse ou l'ovulation sont déclenchées par une baisse de la température. La reproduction peut être liée à d'autres facteurs climatiques, comme la variation d'hygrométrie, autrement dit le pourcentage d'eau contenue dans l'air ambiant. La température n'est évidemment pas le seul paramètre à surveiller, même s'il est primordial. L'humidité doit également correspondre au milieu d'origine. Là encore, on pourra retrouver par exemple la scission entre les espèces désertiques, qui ont besoin d'une hygrométrie relativement faible, et les espèces issues par exemple des forêts tropicales humides, qui nécessiteront une hygrométrie d'environ 80%. Alors, notre douce époque est marquée par un certain nombre de phénomènes passablement catastrophiques. L'un des plus préoccupants étant certainement la disparition d'espèces animales et végétales à un rythme qui semble s'accélérer. Au train où vont les choses, nos descendants n'auront bientôt plus que les parcs zoologiques pour contempler la faune de la planète. Les animaux favoris des terrariophiles ne font hélas pas exception à la règle
Et les médias se font l'écho régulièrement de ce phénomène. Alors ce serait très bien dans le fond, s'ils ne se trompaient pas de cible. On assiste ainsi régulièrement à des campagnes d'information, ou plutôt de désinformation, faisant état d'un trafic d'espèces sauvages destinées à alimenter le juteux marché des NAC, nouveaux animaux de compagnie. Principal acteur de la disparition des espèces exotiques. Même si ce phénomène existe activement et doit être vigoureusement combattu, on est d'accord, dénoncer les terrariophiles comme des acteurs principaux de la disparition de la faune sauvage relève de l'escroquerie intellectuelle totale, dans la mesure où les facteurs principaux véritables de la raréfication des espèces sont autres, mais sans doute moins faciles à dénoncer, à bon entendeur. Autre cause majeure de disparition de la faune sauvage, c'est la destruction des biotopes. La déforestation, l'assèchement des eaux humides, l'emploi anarchique des pesticides causent évidemment la perte de très nombreuses espèces de batraciens et de reptiles. Pratiquement toutes les forêts tropicales sont touchées par le phénomène, notamment en Amazonie et à Madagascar. Il est évidemment difficile de jouer les beaux esprits de fond de notre opulence d'occidentaux qui mangeons à notre faim, en condamnant le comportement des populations locales qui luttent tout simplement pour leur survie quotidienne. Simplement, essayons de ne pas être trop dupes et attaquons-nous au vrai problème, avec un tant soit peu de pragmatisme. Ça changerait. Par exemple, dans le cas des espèces malgaches, l'urgence ne constituerait-elle pas plutôt que de se focaliser uniquement sur l'interdiction d'exporter, à constituer des poules de géniteurs nés en captivité afin d'éviter, dans un premier temps, l'extinction pure et simple et, dans un second temps, permettre des réintroductions en milieu naturel, pour autant que ce dernier n'ait pas été totalement saccagé dans l'intervalle. Alors, à cet égard, les terrariophiles sérieux j'entends, auraient un vrai rôle à jouer. Cette démarche ne relève pas de l'utopie. Elle a d'ores et déjà été entreprise et menée à son terme. Voici quelques années, un groupe de terrariophiles suisses, passionnés par les grenouilles malgaches, du genre Mantella, a entrepris de mener une grande action d'élevage et de réintroduire des spécimens nés en captivité à Madagascar. On peut légitimement espérer que ce genre de démarche se développe au cours des années à venir. À côté de ce genre d'initiative, dont curieusement les médias se font rarement l'écho, on assiste à des opérations de saccage des zones sauvages infiniment riches en vie et en espèces en principe protégées, avec quasiment la bénédiction de la puissance publique. L'une des affaires les plus frappantes à cet égard est le scandale du Petit Saut. Dans les années 90, il fut décidé de construire un barrage, et ce en Guyane française, au lieu dit Petit Saut. Seulement, léger détail, cette brillante initiative d'édifier cet ouvrage sur le fleuve Sinnamary ont eu pour conséquence de noyer la bagatelle de quelques 310 km² de forêt guyanaise. On ose imaginer le nombre de vies anéanties. Cela étant dit, il ne faut pas nier que le prélèvement d'animaux sauvages afin d'alimenter le marché de la terrariophilie existe et que cette réalité n'est pas toujours des plus réjouissantes. Tout d'abord, quant aux méthodes de chasse, je pense notamment au cas des mygales, qui sont parfois capturés en employant la technique de la chasse à l'essence. Il s'agit d'une méthode qui permet de capturer un grand nombre d'individus en peu de temps, mais engendre un taux de mortalité important. Autre aspect, pas toujours irréprochable, les conditions de stockage. Des animaux, avant leur expédition ainsi que celle de l'expédition elle-même, souvent les bêtes sont installées dans des conditions de surpeuplement inadmissibles,
sans être correctement alimentés ni hydratés. La conséquence à l'arrivée est un taux de mortalité élevé. Là encore, il ne faut pas tomber dans la caricature, hein. Tous les professionnels du secteur ne sont pas des sauvages et beaucoup veillent à apporter des soins convenables aux animaux. Ces derniers s'adaptent alors correctement, en général, à leur nouvelle vie. Simplement, il faut faire un tri et ne pas cautionner la pratique douteuse. Indépendamment de l'aspect éthique que nous venons de développer, des raisons tout à fait terre à terre plaident en faveur de l'élevage. Les spécimens d'élevage sont par définition les mieux adaptés à la vie en captivité. Le processus d'accoutumance ainsi que l'imprégnation à l'homme sont accomplis. D'ailleurs, d'un point de vue sanitaire, ils sont incontestablement en meilleur état que des spécimens importés. D'une part, ils n'ont pas subi les conditions de capture, de stockage ou de transport difficiles qui génèrent un stress organique et psychologique, souvent les deux, dévastateur, à l'origine des taux de mortalité élevés observés chez certains sujets d'import. D'autre part, ils sont exempts des parasites internes et ou externes qui infestent systématiquement leurs congénères sauvages et qui impliquent un protocole de déparasitage soigneux et pas toujours couronné avec succès d'ailleurs. Enfin, la différence entre un animal d'élevage et un sujet prélevé en milieu naturel se ressent souvent aussi sur le plan comportemental. Alors, sans parler d'apprivoisement, terme que certains récusent s'agissant de reptiles et d'amphibiens et qui n'a strictement aucun sens dans le cas des arthropodes, une imprégnation évidente à l'être humain peut être observée chez de nombreux reptiles d'élevage. Il est clair que beaucoup de jeunes d'élevage appartenant aux espèces réputées un peu joueuses sont beaucoup moins agressifs et sur la défensive qu'un individu sauvage. Les interactions régulières et précoces avec l'éleveur jouent incontestablement un rôle majeur dans cette imprégnation à l'être humain. Dans mes précédents cours, il m'est déjà arrivé de vous partager un morceau de la Déclaration universelle des droits de l'animal. Aujourd'hui, je souhaiterais vous la relire, puisque je pense qu'elle a totalement sa place dans ce cours, et puis une piqûre de rappel est toujours bon à prendre. Le 15 novembre 1978, la Déclaration universelle des droits de l'animal fut proclamée. Cette philosophie, qui s'appuie sur les connaissances scientifiques les plus récentes, exprime l'égalité des espèces face à la vie. Elle propose à l'humanité les règles d'une éthique biologique. L'idée d'un égalitarisme universel n'est pas nouvelle. On la reconnaît dans des civilisations bien plus anciennes que la civilisation occidentale. Et dans des régions bien différentes, des religions judéo-chrétiennes. Mais cette éthique devrait être exprimée avec clarté et fermeté dans le monde actuel. Déjà trop perturbé, menacé de destruction, et où violence et cruauté explosent à chaque instant. Si l'homme a pu établir, peu à peu, un code de droit pour sa propre espèce, il ne dispose cependant d'aucun droit particulier au regard de l'univers. Il n'est en effet que l'une des espèces animales de la planète et l'une des plus récemment apparues. La vie n'appartient pas à l'être humain. L'homme n'en est ni le créateur ni le détenteur exclusif. Elle appartient tout autant aux poissons, à l'insecte, aux mammifères comme aux végétaux. L'homme a créé dans le monde vivant une hiérarchie arbitraire qui n'existe pas naturellement en prenant en compte que son usage propre. Cette hiérarchie anthropocentrique a conduit au spécisme, lequel consiste à adopter une attitude différente selon les espèces, à détruire les unes en protégeant les autres, à déclarer certaines utiles et d'autres nuisibles ou féroces, à réserver l'intelligence à l'homme pour n'accorder à l'animal que l'instinct. C'est le spécisme qui a conduit l'homme à penser que l'animal ne souffre pas comme lui-même, alors que tout ce que l'on sait actuellement démontre au contraire qu'il souffre physiquement comme nous, et que sa pensée liée à la présence d'un système nerveux centralisé
est bien plus élaboré que les neurosciences ne le laissent encore entrevoir. Ce qui l'amène à souffrir aussi psychiquement. Ces aptitudes confèrent aux animaux des droits particuliers par rapport aux végétaux. La Déclaration universelle des droits de l'animal doit aider l'humanité à se retrouver en harmonie avec l'univers. Elle n'a pas pour but de lui faire retrouver le mode de vie des tribus primitives. Elle constitue une étape visant à amener l'homme au respect de la vie sous toutes ses formes, pour le bien de toute la communauté biologique à laquelle il appartient et dont il dépend. Elle n'a nullement pour objet et ne doit pas avoir pour conséquence de faire oublier la lutte contre la misère humaine, contre la souffrance morale ou physique, contre l'égoïsme forcené, les internements politiques ou bien les tortures. Au contraire, il s'avère que veiller au respect des droits de l'animal, c'est nécessairement veiller aussi au respect des droits de l'homme, car les uns sont inséparables des autres. C'est donc bien une philosophie, une éthique biologique, une conduite morale que la Déclaration universelle propose à l'humanité en conduisant celle-ci par une réflexion et une profonde prise de conscience à retrouver sa place parmi les espèces vivantes et à s'intégrer à nouveau dans l'équilibre naturel, condition fondamentale de sa propre survie. Cela signifie que l'espèce humaine doit modifier son mode actuel de pensée et renoncer à l'anthropocentrisme comme tout comportement zoolatrique pour adopter enfin une conduite et une morale centrée sur la défense de la vie et donner la priorité au biocentrisme. C'est en cela que la Déclaration universelle des droits de l'animal constitue une étape importante dans l'histoire de l'intelligence humaine et de la morale. Voilà un court extrait de la Déclaration universelle des droits de l'animal. Pour résumer ce cours, je souhaiterais vous partager un essai que j'ai écrit il y a quelques temps, que j'avais d'ailleurs publié sur mon site internet concernant mon avis sur la cohabitation animale. Au vu de mon intérêt majeur dans la cause animale et en tant que naturaliste, je me dois de partager mon idée sur le maintien d'espèces en captivité et plus particulièrement sur l'existence des parcs zoologiques. De toute évidence, nous partageons des biotopes avec une multitude d'individus dont pour la plupart nous ignorons leur nom. Il s'agit là de la sphère naturelle. Mais qu'en est-il de notre sphère culturelle? Ces cadres de vie dans lesquels nous avons une multitude de normes, dont nous avons pour la majorité classé les êtres vivants par considération morale. Certaines espèces sont utiles pendant que d'autres sont nuisibles. Certains animaux partagent nos foyers, classés au rang des membres de la famille, tandis que d'autres sont simplement définis en tant qu'aliments. D'après mes excursions sur le sol européen, j'ai pu me rendre dans divers parcs zoologiques. Alors l'une de mes premières préoccupations vis-à-vis de ces structures concernait le bien-être animal. Une préoccupation que bon nombre de terrariophiles partagent vis-à-vis de leurs compagnons adorés. Mais après vous avoir partagé ces découvertes, mes analyses et mon point de vue sur le sujet, je me suis aperçu que j'avais oublié de prendre un facteur essentiel. L'espace utilisé est la conséquence paradoxale de la préservation animale que les parcs zoologiques tentent de mettre en lumière. En effet, il ne faut pas oublier que la principale cause de la diminution de la vie sur Terre est la perte des espaces vierges. Alors, vierges pour l'homme, mais riches pour la faune sauvage. La construction d'un parc zoologique de plusieurs hectares au service de quelques espèces protégées et d'animaux exotiques provoque la diminution des espaces de vie de la faune locale, ce qui, bien entendu, met à mal l'écosystème tout entier. Mais que faire des espèces en voie d'extinction
me demanderiez-vous? De deux choses l'une. Premièrement, nous pourrions geler des territoires, autrement dit, établir un périmètre de plusieurs kilomètres carrés dans lequel on interdit de construire des bâtiments en tout genre afin de laisser la nature en paix. Par exemple, c'est le cas en Corse pour les tortues d'Hermann. Deuxièmement, nous avons déjà perdu des espèces à cause de notre surcolonialisme. Et l'idée que des parcs zoologiques existent afin de préserver des espèces, tout en nous laissant la possibilité d'envahir le si peu d'espace vierge, ne me semble pas très enviable selon un point de vue moral. À tous ceux qui ne partageraient pas la même éthique, n'oubliez pas que le combat pour la cause écologique ne se gagnera pas avec des solutions techniques, mais plutôt axiologiques. C'est la raison pour laquelle les animaux, ne pouvant pas vivre dans une propriété humaine, du moins une propriété ordinaire, notamment à cause d'un espace insuffisant, devraient trouver leur place au sein des réserves naturelles ou refuges situés dans leur milieu d'origine. Concernant les animaux avec lesquels il serait possible de vivre, si les conditions de vie qu'on lui propose sont compatibles avec ces impératifs biologiques, il serait intéressant de pouvoir continuer de partager notre foyer. Que dire de nos amis les chiens, les chats et autres espèces appartenant à la famille des animaux dits de compagnie, faisant eux aussi partie de notre propre famille. C'est ainsi qu'une autre préoccupation me vient à l'esprit. Le respect animal que propose ce genre de structure, notamment vis-à-vis des besoins biologiques des habitants non humains, ne concerne peut-être pas l'abolition de la pyramide animale que l'homme a lui-même établie dans sa culture. En d'autres termes, nous ne serions pas vraiment d'accord pour qu'un de nos amis vive dans un parc où un public, en l'occurrence des touristes, vienne l'admirer telle une bête de foire. Nous préférerions certainement l'héberger chez nous quelques nuits et le respecter autant qu'un autre membre de la famille. Certes, dans le cadre de la captivité, les animaux sont enfermés, mais comme nous tous, si j'ose dire, tous les animaux de cette planète sont enfermés dans un biotope avec des limites définies, où le passage de ces frontières risque d'entraîner la mort du sujet, suite aux conditions climatiques et environnementales inhospitalières pour l'espèce. Comme j'ai déjà pu vous le dire, à la différence des espèces issues de la faune sauvage, les animaux issus de l'élevage demeurent dans un biotope plus ou moins naturel, en fonction du détenteur, avec des limites restreintes. Il n'empêche que le bien-être animal est pris en considération, dans la mesure où les impératifs biologiques, notamment de l'espèce, sont respectés. Alors pourquoi cohabiter avec des animaux non humains en dehors de la sphère naturelle? Comme vous le savez, nous, les humains, avons quitté notre sphère naturelle pour tendre dans l'artificiel. Les modes de vie naturels sont devenus des modes culturels, une place qui a bien des conséquences sur le point de vue écologique, mais qui néanmoins nous offre bien des privilèges. La santé, le confort, la liberté, entre guillemets bien sûr, une ascension inédite dans le monde du règne animal. Alors pourquoi ne pas être accompagné par des individus non humains et de partager nos privilèges de vie avec eux, de pouvoir cohabiter dans une réalité où l'amour et l'intérêt pour l'homme et la bête ont élu domicile, où des individus humains et non humains coexistent dans une sphère culturelle, prenant ainsi une dimension symbolique. Comme j'ai pu vous le dire, il est important de ne pas faire d'amalgame entre la pratique de la thériophilie et l'existence des parcs zoologiques.
Certes, dans les deux cas, nous maintenons des espèces en captivité. Pour autant, sur un point de vue symbolique, le résultat est bien différent. Prenez l'exemple de la prison. Vous pourriez me dire qu'un prisonnier de guerre et un prisonnier dans une société, en l'occurrence stable, sont tous deux des prisonniers. Sur un point de vue physique, soit en termes de conditions de détention, ils pourraient vivre de la même façon. D'accord. Or, sur un point de vue symbolique, tout change. Le prisonnier de guerre s'est fait capturer dans l'exercice de ses fonctions, ou est tout simplement un civil capturé, donc victime d'un conflit qui potentiellement ne le regarde pas, tandis qu'un prisonnier en société civile est un criminel enfermé pour à la fois protéger la population civile et le guider dans la réinsertion à la vie en société. Pour conclure, je pense qu'il serait légitime qu'il y ait une restructuration législative du commerce animal, où les animaux d'élevage seront simplement des êtres destinés à cohabiter avec l'homme plutôt qu'à être consommés par ce dernier. Il est impératif de changer les idées ancrées dans les mœurs. Nous vivons avec des chiens, des chats, des lapins, des poules, et ce depuis des millénaires. Mais si seulement nous pouvions inclure les autres espèces animales dans notre sphère de considération morale, afin d'agrandir la diversité biologique des membres de notre famille.